En manchette ce soir, première étape de franchie pour l'arrivée de 3 nouvelles sages-femmes. Après 10 ans de demande, le CISAT va pouvoir offrir ce service dans la région. On était une des seules dernières 3 régions du Québec qui n'avaient pas de service sage-femme. Donc, ça faisait en sorte que celles qui voulaient cette option-là devaient s'exiler en fin de grossesse pour aller dans une maison de naissance ou dans une région où est-ce qu'il y en a. La grande séduction éducation en Abitibi-Ouest met les bouchées doubles. Si on attend toujours après l'État, on va peut-être attendre toute notre vie. Fait qu'on s'est dit, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mobiliser. Et Centraide Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec lance sa stratégie 2023-2024. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18h. 3 sages-femmes vont être embauchées dans la MRC de la Vallée de l'Or. L'Abitibi-Témiscamingue faisait partie des 3 dernières régions administratives sur 17 à ne pas être desservies par ce service. Reportage de Kémilia La Liberté. Après 10 ans de pourparlers, les familles de l'Abitibi-Témiscamingue pourront enfin bénéficier de services de sage-femme. Pour Jessica Boulanger, responsable du service des sages-femmes du CISAT, ce sont de longues années de patience qui ont enfin porté fruit. On est très heureux de passer à la prochaine phase du déploiement des services de sage-femme qui, en soi, c'est d'offrir des services de proximité à la population et bonifier la première ligne pour répondre aux besoins de la population, à rajouter plus d'options et de choix en termes de professionnels de la santé pour le suivi de grossesse, l'accouchement et le postnatal. Même si la profession de sage-femme a été légalisée au Québec depuis près de 25 ans, c'est un type de suivi qui n'était pas encore disponible ici dans la région. Les familles ont dû quitter vers d'autres villes quelque temps avant l'accouchement, et ce, à leurs frais. C'est le cas de Sophie Richard Furdeber, résidente de Val-d'Or, qui a mis au monde 2 de ses enfants dans une maison de naissance de Gatineau. On était une des seules dernières 3 régions du Québec qui n'avaient pas de service sage-femme. Donc, ça faisait en sorte que celles qui voulaient cette option-là devaient s'exiler en fin de grossesse pour aller dans une maison de naissance ou dans une région où est-ce qu'il y en a. C'est ce que j'ai fait personnellement, mais c'est pas accessible à tous parce que ça veut dire qu'il faut partir vers la fin de grossesse pour un bout de temps, dans le fond, se libérer du travail, payer pour s'héberger là-bas. Donc, c'est quelque chose qu'on trouvait qui devait être accessible ici pour les femmes de la région. En 2021, le CISAT avait lancé un questionnaire pour identifier les besoins en services de sage-femme dans la région. On a été très étonnés, en fait, de la réponse qu'on a obtenue qui allait au-delà de ce qui était projeté. En fait, on projetait, le ministère projette de desservir 10 de la population. Le besoin qui s'est révélé, c'est d'avoir accès au suivi complet d'une sage-femme à près de 40 Donc, on a été très étonnés, en fait. Puis ça a été plus de 1000 femmes en âge d'avoir des enfants qui avaient répondu à ce questionnaire. Le CISAT souhaite offrir les services de sage-femme de manière séquentielle partout en région. La première phase de déploiement se déroulera ici même à Val-d'Or. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. On va en éducation maintenant. La grande séduction progresse en Abitibi-Ouest. La mobilisation citoyenne a permis de récolter 50 000 $ en quelques mois et le comité souhaite trouver les 250 000 $ manquants d'ici Noël. Les détails avec Vincent Tremblay. Après avoir accueilli 50 infirmières en Abitibi-Ouest, la grande séduction se transporte en éducation. Tommy Collard, qui est derrière l'initiative, veut aider le centre de service scolaire du Lac-Abitibi dans la rétention des enseignants. Mais si on attend toujours après l'État, on va peut-être attendre toute notre vie. Fait qu'on s'est dit, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mobiliser. Puis les jeunes aujourd'hui là, qui sont dans les écoles, qui sont supportés par ce personnel enseignant-là, bien, ce sont nos travailleurs de demain. Fait qu'en tant que citoyen de la ville, de la Sarthe, de l'Abitibi-Ouest, en tant qu'entrepreneur, je me dis, bien, c'est mes travailleurs, c'est des parents de demain. Il faut s'investir en tant que société dans l'éducation, même si le rôle revient principalement à l'école puis à l'État, mais en tant que citoyen, on a aussi une responsabilité. D'ici Noël, il est confiant de pouvoir assembler la somme de 300 000 $ nécessaire pour le comité. Selon M. Collard, l'incitatif monétaire va être donné via des bourses. On est loin. On est plus loin que certaines villes en Abitibi-Témiscamingue. Puis ce qu'on veut, c'est donner un petit coup de pouce de plus. Pour dire, bien, venez chez nous, venez voir, puis on va vous donner, on va défrayer une partie des coûts associés au fait qu'on est plus loin.
Fait qu'en tant que population, je pense qu'on est capable de se mobiliser puis de faire une petite différence au niveau de l'attraction et de la rétention. Pour son grand frère, la grande séduction en santé, au cours de l'été, Sylvain Trudel et son équipe ont accueilli 14 nouvelles familles à la Sarre. On a même accueilli dans les dernières semaines un autre 4 ou 5 familles, en plus des 14, qui sont des familles de parenté, des parents, des amis. Et ça, on est très heureux de ça parce que ça sécurise quand nos familles des premières cohortes font venir leurs familles, leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, leurs beaux-frères, leurs belles-sœurs. Ça sécurise notre noyau d'infirmières, ça. En plus d'apporter des bras autant au niveau des préposés aux bénéficiaires. La santé et l'éducation battaient de l'aile en Abitibi-Ouest selon Sylvain Trudel et la grande séduction est venue aider ces deux domaines à prendre leur envol. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à la Sarre. Sur un autre sujet, c'est aujourd'hui qu'avait lieu le lancement de la campagne 2023-2024 de Centraide Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec. Yoann Carrière nous présente ce qui attend l'organisme qui célèbre également ses 40 ans cette année. C'est avec le sourire aux lèvres et plein d'optimisme que l'équipe de Centraide Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec a lancé sa campagne 2023-2024 à la Maison du Soleil Levant. Pour cette 40e année et celle à venir, l'organisme veut agrandir ses activités et ses horizons à l'ensemble de la région. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la décision de tenir le lancement à Rouyn-Noranda. Les lancements tout le temps à Val-d'Or, c'est terminé, là, tu sais. On en a fait beaucoup à Val-d'Or, les bureaux étaient là, c'était comme un petit peu la facilité. Là, on a fait non. Là, on va incarner le fait qu'on est régional, on va promener le lancement. L'an prochain, ce sera peut-être au Témiscamingue, on ne sait pas. L'itinérance fait encore partie des préoccupations principales de Centraide. Le vidéo promotionnel de campagne 2023-2024 met donc encore de l'avant cette problématique qui touche de plus en plus de villes dans la région. Pour le président du cabinet de campagne de Centraide à TNQ, Roger Gauthier, l'un des objectifs de la campagne est d'arriver à attirer un maximum de nouveaux partenaires afin de continuer d'aider les personnes itinérantes. Centraide ne doit pas être le moteur d'un organisme, c'est pas notre rôle. Mais on peut être un ça après bon turbo, par exemple. Puis c'est là, on a eu la démonstration de ça aussi. Fait que oui, la transformation, on veut vraiment contribuer à ce qu'il y ait des changements dans la communauté, puis on voit qu'il y en a. Fait que good, on continue. Un panel de directeurs d'organismes partenaires et un résident de la Maison du Soleil Levant ont témoigné de l'impact de l'aide de Centraide sur leurs activités. La directrice de Centraide à TNQ, Mélanie Perrault, indique que ces résultats concrets sont ce qui pousse l'organisme à continuer son travail après 40 ans d'activité. C'est important de convaincre des gens de contribuer, mais c'est important aussi de leur rappeler pourquoi ils l'ont fait et qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on récolte chez eux. Et à mesure qu'ils vont être rassurés sur la pertinence de ce qu'on fait et sur la qualité de ce qu'on fait, bien, ils vont être encouragés de continuer et d'augmenter même les contributions. C'est ça l'idée, finalement. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Toujours à Rouyn-Noranda, puisque l'état des cimetières de la ville préoccupe les habitants, Alexandre Cabana est allé à la rencontre d'une citoyenne engagée au cimetière Notre-Dame. Les pierres ici, là, c'est triste. Comme on peut l'entendre avec émotion, Diane Chevrier constate qu'un effort soutenu est nécessaire dans l'entretien des cimetières de Rouyn-Noranda. Voilà 5 ans qu'elle arpente ces derniers, et sur place, on peut rapidement y voir des épitaphes en décrépitude et des pierres empilées dans les boisés. Regardez, il y en a jusque là-bas. C'est pas normal qu'on fait ça avec un cimetière. Ceux qui viennent ici, qui cherchent leur grand-père, leur grand-mère, leurs descendants, sont où? Madame Chevrier travaille en soutien avec les Chevaliers de Colomb et plusieurs acteurs de la scène régionale. Elle a même mis sur pied une pétition afin de mettre en lumière l'appui de la population à sa cause. Déjà plus de 700 signatures ont été apposées. Pour eux autres, la population va moins à l'église, mais il y a toujours des enterrements, puis il y a toujours des urnes qui sont déposées au cimetière. Ça, on ne changera pas ça. Depuis la COVID, les gens ont pris responsabilité, ils ont réalisé que la mort existe, là. Il y a des choses qui ont été faites, mais c'est pas juste la pelouse, parce que j'ai fait... Moi, j'ai appelé la ville, puis j'ai dit, écoutez, là, je marche dans la pelouse, elle a 3 pieds d'eau. Il y a quelque chose qui doit se faire. Bien, on n'a pas de plaque. Bien, j'ai dit, moi, j'en fais une verbalement. Je suis en train de passer une pétition. Puis j'ai dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Ces constats ont trouvé écho à la ville. Dès lors, des mesures ont été mises en place.
De un, tout ce qui est l'entretien paysager, tonte de pelouse, aménagement, ça a été priorisé dans les équipes de parc et espaces verts. On avait aussi également voté, même l'année dernière déjà, de l'achat de mobilier pour les cimetières. Là. On parle de bancs de parc, de tables, pour que ce soit plus convivial de faire la visite. Mais quand on a des citoyens qui nous appellent avec des dossiers comme ça, où il y a eu de la concertation, où il y a eu de la recherche de solutions, des choses comme ça, on peut juste saluer ça puis travailler main dans la main avec les gens qui sont en mode solution. Il y a des gens qui veulent s'impliquer. On va faire un comité ici. Puis pour vous aider, pas prendre la place de la ville. J'ai besoin de la ville pareil. Oui. J'ai besoin d'eux autres. Puis eux autres, ils ont besoin de nous autres. Il reste du travail à faire, mais l'engagement des différents acteurs du milieu y est. Au final, selon Samuel Ramsey-Houle, Diane Chevrier porte l'exemple d'une implication citoyenne. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que dans votre municipalité, les cimetières sont dans un état acceptable? Vous avez répondu oui à 57%. On revient sur cette poursuite civile déposée hier contre 2 policiers de la Sûreté du Québec, maltraités lors de son arrestation après Sac il y a 2 ans. Michel Junior Charron exige 85 000 $ des agents. Entrevue d'Yvon Moreau avec l'avocat confiant pour la suite des procédures. Ce n'est pas la première fois qu'une personne comme votre client là, est touchée par ce genre de façon d'agir. Je ne vais pas me prononcer sur l'ensemble de tous les policiers et de ce problème qui pourrait peut-être exister de façon systémique, mais j'avoue que c'est assez rare de voir un juge de la cour criminelle commenter le témoignage de policiers en leur disant qu'il ne retient pas et qu'il y a des problèmes de fiabilité et de crédibilité. Dans un processus criminel, la sanction la plus grave dans ce genre de situation, c'est l'arrêt des procédures. Et c'est ce que M. Charron, notre client, a obtenu au niveau criminel. Et il a été attesté par ce juge, par un juge de la cour criminelle, que les droits et libertés de notre client ont été violés, bafoués par ces policiers. Il a constaté qu'il y avait un usage des menottes qui était abusif, inutile. Et il y a aussi du poivre de Cayenne qui a été aspergé sur notre client. Lorsqu'il arrive en détention, il n'a pas été décontaminé, donc il a mal à cause de ce poivre de Cayenne. Ils le mettent en cellule avec les menottes. Et il n'a que le bol de toilette pour pouvoir se nettoyer et les policiers se moquent de lui. Aucune personne, peu importe le passé criminel qu'il peut avoir, ne devrait subir ce genre d'humiliation et de ce genre de comportement. Il pourrait y avoir, et peut-être que c'est le cas actuellement, des négociations précédant un dépôt de procédure. Nous sommes ouverts à tout, mais vous savez, il faut être 2 pour danser. Donc, on a beau vouloir un règlement, si la partie adverse ne veut pas, il n'y aura pas de règlement. Attendons de voir ce que le procureur général du Québec va dire et sa position. Et à partir de là, s'il y a des négociations, pourquoi pas. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a lancé un appel d'offres pour agrandir son campus principal à Rouyn-Noranda. Le budget de construction est d'environ 21 millions de $. La majorité de l'espace va être dédiée à une clinique interdisciplinaire d'enseignement et de recherche pour justement l'unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé. Une nouvelle section administrative est aussi prévue. L'agrandissement sera de plus de 2800 mètres carrés. On va parler maintenant de reconnaissance. La médaille du député a été remise au docteur André Valiquette pour souligner ses 39 années d'implication à Témiscamingue. Et c'est le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, qui lui a remis durant une cérémonie le 22 septembre dernier. André Valiquette s'est impliqué également au club Richelieu, à l'organisation de 2 finales régionales des Jeux du Québec, mais aussi à la présidence du comité organisateur La Petite Séduction. Il est aussi conseiller municipal depuis novembre 2021. Dans un autre dossier, la petite fermette du mieux-être à La Motte a officiellement fermé ses portes hier. C'est la propriétaire Amelia Kinsman qui en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux. Et c'est dû en fait au manque d'aide financière et de ressources qu'elle n'a pas pu continuer ses activités. L'entreprise qui a ouvert il y a 4 ans, on rappelle, avait pour but de prendre en charge des animaux avec des besoins spéciaux. La propriétaire va continuer de s'occuper de plusieurs animaux sur sa fermette personnelle. Par contre,
étant donné qu'elle ne peut pas tous les garder, elle est toujours à la recherche de familles qui peuvent en adopter. Et on termine ce premier bloc avec l'exercice militaire qui aura lieu dans le secteur d'Alembert de Rouyn-Noranda du 29 septembre au 1er octobre prochain. Une trentaine de membres du 34e régiment du génie de combat vont utiliser une force d'opposition et de munitions à blanc afin d'augmenter le réalisme. Le principal objectif est de développer les normes d'aptitude au combat de base des soldats en lien avec les opérations ayant lieu en campagne. Des mesures vont être mises en place afin d'assurer la sécurité des gens qui pourraient se trouver à proximité de la zone d'entraînement. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. C'est aujourd'hui que la 20e édition 20 ans, ça se raconte du Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue est lancé. Le bal a commencé à 17h. On vous donne tous les détails dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Jérémy et Danny Saint-Pierre ont décidé d'unir leurs forces en mai dernier afin d'offrir un service de qualité aux entrepreneurs forestiers du territoire de Barreau, de Sainte-Terre et Lebel-sur-Quévillon. L'entreprise JD Saint-Pierre à Sainte-Terre voit le jour grâce à des investissements de plus d'1,2 million de dollars. Ces deux jeunes entrepreneurs comptent déjà plusieurs années d'expérience en transport de fardier, en transport de bois en longueur et en entretien de chemins forestiers. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Stéphanie, c'est aujourd'hui le grand jour. Le Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue est lancé. Oui, 20e édition qui a pour thème 20 ans, ça se raconte. Ça a été lancé cet après-midi à 17h au Club des aînés de Val-d'Or. Écoutez, les festivaliers vont pouvoir profiter d'une belle programmation et ce jusqu'au 1er octobre prochain. Et on commence ça en grand quand même ce soir avec le concours de la grande menterie. On a également le slam poésie. Bref, ça vous tente d'avoir toutes les informations. www.fclat.com. L'organisation a très hâte de vous y recevoir. C'est une autre forme de culture, c'est une forme... Mais en plus, on est un festival qui fait différentes choses. En fait, j'ai toujours dit depuis 20 ans, c'est l'oralité sous toutes ses formes. Alors, on fait plein d'événements, puis c'est important. Bien, en tout cas, il y a du monde à chaque année, il y a du monde dans toutes les villes où on va. Alors, on pense que c'est nécessaire et important qu'on continue à faire ce grand festival. Et Stéphanie, un humoriste bien connu, va être de passage dans la région. Oui, on a fait sa rencontre cet après-midi. Je vous le dis tout de suite en bon québécois, là, c'est une méchante belle bébête. Ah, spontanée comme jamais et qui a fait le tour du Québec, le tour des 4 coins du Québec avec son spectacle La Légende. À guichet fermé, on a vendu plus de 20 000 billets pour son spectacle. Eh bien, c'est Dave qui s'amène pour vous, mesdames et messieurs, pour vous présenter de quoi d'assez spécial. Merci, Dave Godet, qui va vous réserver tout un show. Je vous le dis, on va avoir droit à des feux d'artifice. Ça va partir d'un bar, ça va partir d'un autre côté. Et c'est assez surprenant. On vous laisse en juger par vous-même à la maison. Une grosse production, beaucoup d'éclairage, des feux d'artifice. Il manque juste une girafe, mais j'ai pas les droits pour la girafe. Fait que sinon, là, j'aurais descendu le coût, genre de sa girafe, mais... Non, c'est un gros show. Tu sais, les gens ils apprécient beaucoup. Demain, j'étais avec Maddie Bucking. Le musicien, je reviendrai demain. Fait que lui, il est là pour mettre le party dans la place. Nick Lavoie, ma première partie. Je parle de ma vie à travers tout le nightlife au Québec, puis comment c'est au Canada. Je chante du piano, je fais un backflip. Et, il va y avoir des feux d'artifice pour aucune raison.
un blackout. Je dis merci, bonsoir. Donc, ça promet, hein? Ça promet quand même beaucoup. Pour les intéressés, ça va se passer demain au Théâtre Télébec. Et pour terminer, les Cara au King viennent tout juste d'annoncer leur sortie de résidence qui va se dérouler au Conservatoire de musique de Val-d'Or. On s'attend à une grosse pièce de théâtre. Pour les intéressés, ça va se dérouler le 14 octobre. On va avoir plus d'informations les concernant dès demain à 18h au bulletin. Manquez pas ça parce qu'on les a en entrevue. C'est parfait. Merci Stéphanie. Les associations de hockey mineur de la région manquent d'arbitres. À Rouyn-Noranda, l'association est justement en recrutement intensif. On fait le point après la pause avec notre collègue André Audet. Au sport maintenant, des associations d'hockey mineur de la région manquent d'arbitres. Et André, à Rouyn-Noranda, on craint même de devoir annuler certains matchs. Tout à fait, Mélissa, c'est du jamais vu. On manque cruellement d'arbitres et la saison régulière qui n'est même pas encore commencée. Il y a certaines catégories qui sont plus touchées que d'autres, notamment le M15 et M18, où on doit avoir des arbitres adultes puisque ce sont des joueurs plus âgés qui sont sur la glace. L'association compte de jeunes arbitres, mais lorsqu'ils partent en tournoi, on ne peut pas compter sur eux. Il y a Christian Chouinard, l'arbitre en chef local, qui nous explique l'une des raisons de cet important manque d'arbitres. Les gens, ils ont beaucoup d'occupations. Souvent, ils font bouger leurs jeunes. C'est très respectable. Mais il y a aussi des parents qui sont dans le nord. Il y a aussi des parents, donc quand ils arrivent de leur run, bien, ils sont plus fatigués. Ils veulent rester plus tranquilles, surveiller les jeunes. Donner 3-4 heures dans un après-midi, ça peut être difficile. Je peux les comprendre, mais si quelqu'un fait tout son effort, ça va éviter que moi ou mes collègues arbitres plus âgés, on passe 6 à 8 heures sur la glace. L'association de hockey mineur d'Amos, c'est principalement au niveau des équipes pour les 13-14 ans et ceux des 15-17 ans où il manque d'arbitres. La responsable des arbitres, Josée Soucy, me disait que le manque de respect de certains coachs envers les arbitres décourage certaines personnes à s'impliquer. T'as beau dire au gars, mon homme, si tu te calmes pas, on va te mettre dehors. Mais si l'association ne nous aide pas en arrière à dire, ben l'avertir, si toi, mon homme, si tu n'es pas capable de te contrôler en arrière d'un banc, ben on te met dehors pour le reste de l'année. Ça l'aiderait les arbitres, mais là, moi, j'en ai 3-4 qui ont lâché juste à cause de ça. Puis j'en ai qui auraient voulu venir arbitrer, mais ils ont tellement peur de se faire crier après qu'ils ne veulent pas venir arbitrer. À Rouyn-Noranda, l'association qui va offrir une formation au niveau 1 ce samedi, on offre la chance à tous ceux et celles de 12 ans et plus qui sont intéressés à s'impliquer de se faire former rapidement à la base de l'arbitrage. Il y a aussi une journée de prévue du côté d'Amos. C'est parfait. Merci, André. Au plaisir. Présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, Dame Nature continue de nous gâter avec de la belle température. Oui, l'automne est quand même assez généreuse avec nous, hein? On aime ça, on va en profiter, ça c'est certain. En ce qui a trait ce soir et cette nuit, pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Témiscamingue, on s'attend à avoir un dégagement pour l'ensemble, minimum de 2 degrés. Au nord, un minimum de 3 degrés pour le sud. Ensuite de ça, on a du soleil pour demain pour les deux secteurs avec 21 degrés en Abitibi et au Témiscamingue et un aperçu pour vendredi. Ça se passe toujours sous le soleil avec un maximum de 22. On est sur une très belle lancée pour pouvoir profiter du week-end parce que ça continue avec le soleil. On aime ça, Mélissa? C'est parfait. Merci, Stéphanie. Je termine avec la 32e édition de la course Vie-CIBC de la Société canadienne du cancer qui va commencer ce dimanche à la forêt récréative de Val-d'Or. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite de passer une très belle soirée puis on se retrouve demain.